Je suis vraiment heureux de cette journée parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et à chaque fois, c'est une nouvelle, c'est plus une surprise, c'est une nouvelle rencontre que je fais dans toutes ces réunions où je découvre toutes les ressources qu'il y a. Et j'ai entendu aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt ce qui est mis en place dans le dispositif de la LEFPA avec le... Hop, il a disparu, Monsieur Galvin ? Il est parti, quel dommage. Parce que du coup, j'ai vraiment découvert l'importance de ce dispositif et de son développement. Et ça renforce pour moi, en tous les cas, l'idée de la nécessité qu'on arrive à mieux coordonner nos actions entre les différents lieux qui accueillent avec différentes missions. La mission judiciaire à l'UMJ, les patients qui vont être directement à la LEFPA ou sur l'UFM. L'UFM est le partenaire avec qui le travail ainsi que l'UMJ se fait déjà bien, mais ça renforce pour moi l'idée qu'on trouve des temps réguliers et l'invitation que je vous ai faite, qu'on ait un temps, vu l'importance de la problématique, un temps régulier où on puisse concrètement présenter avec des situations données confidentielles, mais qu'on puisse de façon anonyme énoncer nos difficultés et pouvoir travailler ensemble dans l'intérêt de la population, de ces personnes victimes. Peut-être la réflexion, est-ce qu'il faut l'ouvrir, est-ce qu'il faut rester dans une réunion qui serait dédiée exclusivement aux femmes victimes de violences, mais pas l'ouvrir sur peut-être d'autres problématiques de violence qui peuvent toucher également des hommes, même si je sais que pour il y a des missions propres. En tous les cas, c'est l'invitation moi que je souhaite vraiment renouveler, qu'on puisse avoir un temps de rencontre constructive et d'échange pour progresser, parce que moi je vois des situations qui nous sont adressées à nous, au CHU, dans lesquelles une meilleure lisibilité, plus de proximité avec les différents partenaires ici, permettrait de mieux répartir nos compétences dans l'intérêt de la population, et que les sages-femmes, que les gynécologues aussi sachent peut-être vers qui orienter en pouvant être représentés dans cette réunion, et qu'ils puissent savoir qui peut porter justement le message, le transmettre. Peut-être que l'ARS peut nous aider à organiser ça. En tous les cas, moi, c'est l'invitation que je vous ai faite et que j'ai plutôt envie de vous renouveler, si elle vous intéresse. Quelques-uns m'ont dit tout à l'heure qu'ils étaient intéressés par cette invitation, que je vous proposerais bien, moi, qu'on se dise, parce que c'est facile à retenir, le premier mardi de chaque mois, donc c'est le 5 janvier 2016, si on veut commencer l'année ensemble, et qu'on puisse prendre du temps. Je vous demanderai ceux qui le veulent de s'inscrire pour qu'on puisse, y compris, prévoir un temps de déjeuner, puisque c'est l'heure où on a le droit de manger un peu, mais qu'on puisse réfléchir à ça et s'accueillir. En tous les cas, c'est une proposition que je vous fais, qui pour moi continue d'avoir du sens, et j'ai eu plusieurs messages positifs par rapport à ça, de plusieurs personnes d'entre vous, donc je renouvelle ma proposition, qui va un peu dans le sens de ce qui était présenté dans l'idée de renforcer la coordination entre les référents sanitaires, médico-sociaux, médico-judiciaires. Est-ce que vous pouvez préciser l'horaire ? L'horaire que je vous propose, c'est 12h30, 13h30, parce que c'est en milieu de journée. C'est pour ça que j'évoque la question du repas, qu'on pourra envisager si on sait qui vient, quoi. Mais c'est 12h30, 13h30, c'est se donner une heure et qui permet de le faire sans que ça bouscule trop nos journées. On est à Fort-de-France, à la Ménard, donc c'est relativement central. Après, on peut faire évoluer les choses, en fonction de l'intérêt, de la mobilisation et de l'organisation, quoi. C'est une invitation, donc une suggestion à pouvoir discuter et reprendre ensemble, quoi. Oui, les propositions qui ont été faites là, me semblent extrêmement intéressantes et on ne peut que s'en réjouir. Moi, je crois que tout ce qui concourt à mieux prendre en charge, à mieux accompagner les femmes victimes de violences, mais aussi à mieux prévenir et à mieux traiter, ne peut être que bienvenu. Moi, j'ai envie de savoir concrètement comment ça peut se mettre en œuvre au niveau de la Martinique, c'est-à-dire avec quelle structure qui va faire le suivi de cela, parce que on est dans un vrai projet. Moi, je crois que quand on a un nombre de propositions aussi important, il faut qu'il y ait, un comité de pilotage, en tout cas une entité qui soit à même de faire le suivi de cela, et en incluant toutes les parties concernées et impliquées dans les différentes mesures. Donc, pour qu'on ne soit pas dans les vœux pieux, mais qu'on soit dans de la réalisation concrète, quel que soit le temps que ça va prendre, je crois qu'il faut qu'il y ait une entité qui s'en occupe. Ça, c'est mon premier
élément. Le deuxième, qui est dans la suite des propositions, je dirais, et qui vient élargir le champ. Moi, j'ai envie de dire que toutes et tous qui sommes là, professionnels de santé, nous sommes, mais citoyennes et citoyens, nous sommes aussi. Et donc, que cette prise de conscience que nous faisons en tant que professionnels et que nous allons essayer de développer dans notre champ professionnel, je crois qu'il nous faut aussi, on peut aussi, si on en est vraiment conscient de cette problématique, il faut aussi que ça rejaillisse sur notre vie personnelle de citoyennes et de citoyens, c'est-à-dire dans notre quartier, dans l'école de nos enfants, dans notre association, et toute cette toute la prévention. Bon, j'ai pas dit tout à l'heure que c'est pas pour c'est pas pour notre chapelle, hein. Bon, mais je dis quand même que l'UFM a un axe prévention avec des préventrices donc qui peuvent intervenir, qui interviennent en établissement scolaire, mais aussi auprès des associations et tout. Mais c'est pas forcément nous. Mais je pense que c'est aussi une façon d'essaimer, on va dire, ces idées-là et de nous considérer dans notre entièreté et de ne pas seulement nous focaliser chacun et chacune d'entre nous dans notre milieu professionnel, mais que ça aussi ça puisse avoir aussi un impact autour de nous. Voilà. Moi, j'ai surtout beaucoup de questions par rapport à comment nous pouvons considérer le problème. Parce que si on fait du dépistage, je parle des enfants, si on fait de plus en plus de dépistage, et qui va assumer de pouvoir accompagner tous les enfants qui auront besoin d'aide? Est-ce que ça sera obligatoirement vers le sanitaire? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire au niveau de la société? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de permettre des interventions qui peut-être ne seraient pas de stigmatiser automatiquement les gens qui ont subi, qui sont déjà victimes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fabriquer autre chose? Et dans le sens, par exemple, si on avait la possibilité de dépister des niveaux différents d'atteinte, peut-être qu'il y aurait des groupes qui n'auraient même pas besoin d'un accompagnement individuel du tout, à condition qu'on ait la possibilité de leur procurer un espace sain dans lequel ils pourraient se développer, ce qui implique que la loi... Il y a énormément de problèmes de ce côté-là, parce que quand on voit qu'on signale, on essaye de prendre des mesures, le temps que ça prend pour qu'effectivement un enfant soit protégé, ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Donc on a le temps d'aggraver la situation. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de ce côté-là et quels sont les espaces de protection, surtout qu'on va créer au niveau local pour pouvoir s'occuper d'un groupe. Moi, il me semble que la question, là, on est peut-être tous avec des visions de soignants, mais je pense que peut-être qu'il y a des options sociales qu'il faut pouvoir adresser aussi et qui font vraiment défaut, je pense, dans notre système. Merci beaucoup. Il y a quelques mots, je voulais simplement dire, tu as comme par hasard fait 4 Père Dieu se retourner vers moi. Moi, je peux vous dire simplement, c'est très simple pour moi. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas avoir ce vœu pieux de vouloir faire réseau. Je crois que la commande, c'était que à travers cette journée, on puisse faire réseau, c'est vrai, mais c'est surtout pour moi aussi la possibilité d'augmenter le spectre de repéreurs, de ceux qui repèrent, et de faire des liens puis qui font le réseau pour pouvoir accompagner, ne pas laisser, comme dit le plan, une violence déclarée ou révélée sans réponse. Moi, je suis très simple dans la méthode, je ne sais pas qui c'est qui veut prendre, mais il faut qu'on se retrouve inévitablement au CHU. Il ne faut pas se faire d'illusions parce que leur disponibilité est moins grande que la nôtre. Il faut que tous nous nous retrouvions au CHU. Faire quoi? Évaluer, évoquer les besoins de ces gens qui ont la tête dans le guidon, pas moins que nous, mais plus que nous quand même, des médecins, puisque ils le font, ils le savent, ils le découvrent, mais ils n'ont pas ce regard, cette ouverture vers nous à l'extérieur. Et ça, je crois que c'est un constat. Donc, en méthode, sans prévaloir de ce qui va se faire, inévitablement, et on va s'atteler à ça, se retrouver,
faire l'inventaire des besoins de chacun. Qu'est-ce que celui-là, il découvre ça et qui peut l'aider à assurer quoi à l'autre, définir les possibles de chacun. Et je crois qu'à partir de là, pour répondre à la question de Rita Bonheur, le réseau va se tisser, mais il ne peut se tisser que en connaissant le possible de chacun pour pouvoir mieux mutualiser la réponse apportée à la victime. Voilà. En tout cas, je prends note pour le CHU. On va voir comment on pourra organiser ça. Après, il y a deux choses. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de parler du parcours de la patiente parce que je pense que c'est très compliqué pour les patients de suivre les différentes étapes. Donc, il va falloir réellement penser à comment simplifier ce parcours. Et moi, j'ai des exemples on va dire de métropole, mais je ne sais pas ce qui peut être fait en Martinique pour simplifier ce parcours. Donc, il faudra peut-être se pencher là-dessus. Et la deuxième chose, c'est parce que là, on parle beaucoup des patients qui portent plainte. Par rapport aux patients qui ne portent pas plainte, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce que c'est quand même à peu près 90% des cas. Donc, est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce qu'on a des logements? Est-ce qu'on a des foyers? Là, je parle vraiment d'urgence, hein. C'est comment s'organiser pour aller récupérer les enfants. Enfin, il faut vraiment qu'on puisse nous parler parce que aux urgences, ça on fait pas. Hein. Si je peux me permettre de compléter, je veux dire, par rapport à ce que disait Madame Augustin, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Madame Augustin. Et je pense que l'idée, le CHU peut avoir une position aidant dans la coordination, mais aussi pour décentrer tout ce qui doit se faire en dehors du sanitaire et les partenariats associatifs, dans un travail de confiance, et on peut échanger si on se connaît mieux, si on se connaît plus, et si on mange un peu ensemble la même soupe. Ça permet aussi de savoir, non, mais pas forcément la soupe, mais je dis qu'on partage un peu vraiment du temps ensemble, ça permet de se faire confiance, et du coup de savoir là où est le meilleur endroit à un moment donné, et pour un hébergement, connaître les ressources qui existent, pour un groupe d'entraide, parce que c'est là où on a besoin d'accueillir, et je pense que je suis très favorable au travail de groupe, parce que il y a beaucoup de choses dans ce domaine qui peut être fait dans un groupe, auprès d'un groupe, soit mené par un professionnel, soit par des pairs, de l'entraide de personnes qui vont mieux, mais qu'on sache ça, qu'on se voit ensemble, qu'on ait confiance. Et pour moi, dans le repérage, il y a aussi le fait que ce sont des situations qui évoluent. La personne qui était stable et qui pouvait aller dans le groupe, elle peut aller moins bien. Et moi, j'ai besoin d'être en confiance avec ce groupe qui la reçoit. Je sais que quand elle va repérer que la personne va plus mal, elle va le réorienter vers le docteur, le gynéco parce qu'elle est enceinte, le psychiatre, le professionnel. Et là, c'est ça qui est important. Et là, du coup, on peut démultiplier nos capacités de répondre et d'aider les patients dans les temps qui nous sont donnés, et qu'on ne fasse que des choses qu'on est en capacité réellement de faire par rapport à l'ensemble de nos missions, quoi. Bonsoir à tous. Merci de vos interventions. J'ai été non pas victime. On entend beaucoup de femmes. On entend parler des victimes. Moi, je ne suis pas victime. Je suis témoin de victimes. J'ai été un alerteur. Je ne suis ni professionnel ni médecin. Juste un témoin qui a déclenché, qui a appuyé sur un bouton pour faire partir toutes les procédures. Je pense que toutes les personnes qui sont devant moi là ce soir, ces personnes-là, enfin il y a eu 2 personnes, ont eu affaire à tous vos services, que ce soit la police, que ce soit le médical, que ce soit le médico-judiciaire, que ce soit les psychologues, les associations, enfin voilà. Je trouve juste dommage là, parce que j'allais aborder un point particulier, c'est le suivi, parce que autant je comprends que mettre le doigt sur une victime, c'est pas évident. Mettre des mots sur la victime, c'est pas évident. Surtout lorsqu'il s'agit de violences qui ne sont pas physiques, qui sont des violences économiques, des violences psychologiques, des violences sociales. C'est vraiment pas évident. Alors d'aller voir un médecin pour exprimer ces douleurs-là et poser des ITT, moi je félicite la personne qui nous a reçus à Trinité, qui a su alimenter le dépôt de plainte. C'était pas évident. En revanche, il y a un facteur d'échec à la suite. Bon, je regrette que Monsieur Galva soit venu si tard et parti si tôt, parce que c'est dommage quand même. Parce que il y a lorsque la prise en charge n'est pas à la hauteur des attentes,
il y a un risque de rechute. Non pas de récidive de la part de l'auteur, mais d'une rechute de la personne victime qui, par facilité, peut retourner dans le foyer dans lequel elle a été maltraitée. Et ça, c'est vraiment, j'en suis témoin là récent, de voir une femme étrangère, donc isolée, plus fragile que d'autres, devoir retourner chez un homme menaçant, violent, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que finalement, la prise en charge est presque plus violente que de rester chez le mari. Juste parce que parfois, les mots ne sont pas bien choisis et le suivi n'est pas forcément adapté et n'est pas coordonné. Il y a de la volonté. Moi, je tire mon chapeau à l'UFM, je tire mon chapeau à toutes les personnes que j'ai pu voir de la police qui ont été d'un grand aide pour ces deux personnes. En revanche, il y a eu une petite difficulté au niveau de la LEFPA et parfois c'est là que tout se joue entre la volonté d'aller de l'avant et de se sortir de ce cycle-là ou la volonté de retourner parce que c'est vachement facile de retourner. C'est vachement facile et c'est dramatique quoi, de pas avoir le choix que de retourner chez celui qui maltraite. Voilà, ça c'est vraiment délicat et c'est dommage que je puisse pas échanger avec Monsieur Galva, mais ça aurait été important de faire le point là-dessus sur l'après, parce que finalement l'avant, il existe des tas de choses, des tas de solutions, il y a une dynamique, il y a une volonté, mais parfois ça s'étiole un peu et ça se perd. Voilà. Merci de ce témoignage. Je crois que je ferai le nécessaire pour que vous le rencontriez, Monsieur Galva. Docteur Lopez, et après Rita Bonheur. Moi, juste pour dire que je trouve qu'ici à la Martinique, vous êtes quand même vraiment bien organisé. Moi, je viens de l'Hexagone, parce que bon, maintenant je sais qu'il faut dire l'Hexagone. Alors, chose importante à mon avis, ce que propose l'UGL est très 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 intéressant, mais je crois qu'il faudrait que vous proposiez un substitut du procureur, un policier et un avocat d'être là pour vous donner les conseils, parce que souvent il y a des problèmes de cet ordre-là. Et la confiance qu'on peut développer avec le parquet et avec la police fait que vraiment on est plus efficace quand c'est possible. Et deuxièmement, pour ceux qui prennent en charge les victimes, étant donné la grande carence de psy formés, etc., les groupes de parole qui permettent de réécrire le scénario traumatique. Avec une idée que je donne à les psychologues qui sont là, commencer par des groupes de relaxation, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le développer, et ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Parce que ces victimes-là ont besoin d'apprendre à gérer leurs émotions. Et alors, pour notre intervenant, là, le béotien, là, qui est intervenu et qui a vu, malheureusement, une victime retourner chez son mari, sachez, monsieur, que parfois il faut 6 ou 7 allers-retours pour que la personne s'en sorte réellement. Donc, ce que vous avez fait, c'est très bien. Je connais pas le docteur Galfa, ou monsieur Galfa, mais si ça se trouve, il a très bien travaillé, et vous verrez qu'elle va peut-être pas rester bien longtemps avec ce monsieur. Parce que justement, elle a déjà travaillé. Oui, je voulais dire plusieurs choses. La première, c'est que pour répondre un petit peu à madame, c'est que longtemps, je vais dire longtemps avant le médical, le social s'est emparé du problème des violences envers les femmes, d'accord? Donc, on a une réponse sociale qui existe, qui est structurée, qui est depuis un certain nombre d'années. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est cette jonction qu'on fait entre le social et le médical. Parce que c'est vrai que les intervenantes et intervenants sociaux qui travaillent sur cet accompagnement des femmes victimes de violences se sont souvent heurtés justement à la difficulté. Donc, quand on a besoin de l'aspect médical, vers qui se tourner, à qui demander, comment ça va être pris en charge, etc. Donc,
moi, j'ai presque envie de vous dire que la question ne se pose pas dans ce sens-là. La question se pose en termes de lien, et c'est presque pour moi ce qui est important aujourd'hui, c'est ça. C'est ce lien qui se noue avec le médical, et de pouvoir avoir une continuité justement dans la prise en charge. Et c'est en cela que bon, je salue la proposition du professeur GN. La deuxième chose, c'est que je vais pas reprendre ce que vous avez dit sur les femmes qui retournent chez elles. On dit que en moyenne entre 2 et 3 fois. Donc je ne connais pas le cas, donc je ne vais pas dire dire qu'il n'y a pas eu de problème. Ça peut arriver, mais ce sont des choses qui sont souvent pas faciles. Mais le fait qu'une femme retourne chez son conjoint n'est pas forcément le signe de mauvais accompagnement. Pour vous dire que moi-même, avant que l'UFM ait son espace d'écoute, on a eu, avant, puisque nous faisions de l'action militante, comme je vous ai dit, on a eu l'occasion de déménager chez des femmes qui nous avaient dit de venir chercher leurs affaires, accompagnées par la police et tout, le vendredi, et puis le lundi matin, elles étaient retournées chez elles. Parce que le conjoint est venu les chercher pour leur dire, mais écoute, regarde où tu es, c'est pas possible, tu as une grande maison qui t'attend, etc. D'ailleurs, je voulais me marier avec toi. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Et c'est justement la connaissance de ce cycle des violences qui nous permet de ne pas... Oui, on se pose des questions, mais je ne vais pas dire ne pas nous culpabiliser, mais de savoir et de ne pas juger une femme qui vient nous voir une première fois, qui revient 6 mois après, qui est toujours avec son conjoint, qui revient 1 an après, etc. Enfin bon, les intervenantes sociales peuvent le dire. Maintenant, c'est vrai que nous avons à nous améliorer continuellement sur l'accueil et l'accompagnement des femmes, parce que et c'est cela, et c'est toute l'importance du travail collectif. Parce que il y a des cas, il y a des fois on se dit j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû proposer telle chose, etc. Alors sur l'aspect collectif, j'ai parlé tout à l'heure brièvement de l'accueil de jour, mais je voudrais dire que dans cet accueil de jour de l'UFM, nous avons des groupes, nous avons des ateliers collectifs, et qui effectivement, donc c'est d'où l'intérêt de mieux connaître tout le dispositif, mais sous différentes formes. Il y a effectivement des ateliers de relaxation. Il y a aussi des activités ludiques, on va dire, mais où les femmes peuvent se retrouver, peuvent se reconstruire, peuvent échanger, peuvent prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et ça va même jusqu'à aller avec un groupe voir un spectacle. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont jamais sorties de chez elles, et que aller à un spectacle du festival culturel, c'est pour elles quelque chose de valorisant, et c'est une découverte, et c'est un aspect social qu'elles ne connaissaient pas. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au niveau de l'accueil de jour, donc la maison de Solange de l'UFM, quand on est sorti de la situation de crise. Et dernière chose, moi j'ai un tout petit regret pour la journée d'aujourd'hui, mais je pense que tout est perfectible, et que donc c'est pas une critique, mais je pense qu'il faudra vraiment associer le personnel paramédical dans ce travail, parce que l'approche qu'on a eue aujourd'hui de regard du médecin, du généraliste, du gynécologue, etc., le regard de l'infirmière et autres. Et c'est quelquefois encore plus le lien entre la patiente et le médecin, parce que des fois, les patientes n'osent pas dire des choses au médecin, mais elles osent parler à l'infirmière quand elles sont hospitalisées ou quand elles les voient. Donc, c'était tout naturel, mais je voulais quand même le dire. Je voulais quand même le dire que pour moi, la participation des paramédicaux, des infirmières et infirmiers était importante. Voilà. Me lever. Je m'appelle Marie-André Biron, donc je suis l'intervenante sociale en gendarmerie, une des deux. Et je voulais, ça fait un petit moment que je voulais intervenir. Et effectivement, vous avez un petit peu regroupé ce que je voulais dire, mais souligner pour répondre au docteur Broust que effectivement les personnes, les premières atteintes qui ne portent pas plainte, nous sommes là pour ça. Et je voudrais je suis effectivement mise à disposition par le département. J'ai fait 30 années de polyvalence de secteur avant d'avoir aujourd'hui un recul de 8 mois en tant qu'intervenante sociale. Et je voudrais lever mon chapeau aux travailleurs sociaux de secteur, parce que ça commence là. En fait, ça commence là, avec souvent des demandes implicites
donc qui regroupe les violences économiques, les violences psychologiques. Donc ça ne se voit pas, mais à travers les demandes. Donc c'est dans le social, et le terme médico-social a aujourd'hui tout son sens. Et ce n'est pas un terme de mode de dire que il faut un lieu unique maintenant de prise en charge. Et vraiment, quand le professeur Juel et le docteur Broust, j'ai fait qu'un lien entre les deux. Le staff et le lieu unique, on parle c'est vrai, maintenant tout est regroupé. On ne peut pas travailler de manière isolée. C'est impossible. Et après 30 années de polyvalence du secteur, je pensais avoir tout vu. Et depuis que je suis intervenante sociale, je vous dis que je n'ai jamais autant considéré la violence. Et pourtant, notre clé d'intervention en gendarmerie, c'est l'intervention des gendarmes. Mais après, c'est nous qui saisissons les situations parce que ils n'ont pas d'emblée le geste automatique de nous faire une fiche de liaison. Donc, nous allons à la rencontre de ces personnes qui souffrent, qui sont violentées et qui ont des besoins. Et d'ailleurs, là, au moins, on peut, ça ne se fait pas, mais imposer notre aide. Alors que l'aide, ça se propose. Mais on peut l'imposer ne serait-ce que par l'information, ne serait-ce que par la communication partenaire, et il y a une prise en charge d'une manière ou d'une autre. Donc ce lieu unique, moi je l'attends, je suis partante, et c'est vrai que sans notre implication, on n'aboutira à rien. Ça ne suffit pas de savoir, ça ne suffit pas d'être formé, il faut vraiment s'engager. Il y avait une autre intervention. Oui, allez-y. Personne là-bas ? Ça y est. Bonsoir. Voilà, je voulais en fait intervenir par rapport à la réponse judiciaire qui pouvait être faite actuellement, parce que effectivement et heureusement, il y a beaucoup de cas de plaintes qui sont pris en compte. Mais encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a parfois un manque de sensibilisation de nos forces de l'ordre, qu'elles soient gendarmerie ou police, aux différents aspects des conséquences psychotraumatiques sur justement un dépôt de plainte d'une victime. Même des fois, souvent, les dépôts de plainte qui viennent tardivement après aussi les faits qui se sont déroulés peut-être 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans auparavant. Et bien sûr, on a parlé d'amnésie, c'est un des facteurs, mais aussi la confusion dans la façon de raconter les faits. Et je sais plus qui a aussi exposé ça, que le policier, lui, il a besoin de quelque chose de très clair et très carré. Et bien sûr, on va se dire, la personne fabule, elle dit n'importe quoi, c'est pour accuser un proche. En plus, c'est une histoire de famille, on laisse ça de côté. Et finalement, l'affaire, le PV, parce qu'il est important, ce premier PV, parce qu'il va en découler. Et je pense que Madame de l'UMJ pourra le confirmer, le PV va découler aussi toutes les suites judiciaires. Et la façon dont le magistrat ou le procureur va prendre en compte cette plainte. Et la façon dont le policier va rédiger ce PV est vraiment important. Et là, parfois, on peut avoir des loupés et des femmes qui, en plus, dans un processus de répétition, comme on l'a dit, elles pourront peut-être rechuter, comme on dit plus tard, et là, cette fois, ne feront pas appel forcément à la police ou à un dépôt de plainte ou autre chose, en se disant « on va pas me croire ». Et il y a aussi justement cet aspect de répétition qui souvent, ce sont des enfants qui ont été victimes de violences, qui après deviennent adultes et qui se disent déjà, en tant qu'enfant, on ne m'a pas cru. Le parent, je ne pouvais pas lui faire confiance. Qui va me croire aujourd'hui? Et ça, aujourd'hui, la sensibilisation aussi des forces de l'ordre ou autres, même de la population en général, elle est déterminante. On a parlé des médecins, c'est une très bonne chose. Il y a encore d'autres personnes, voilà, comme on a parlé des paramédicaux, aussi à sensibiliser, parce que même moi-même, je suis psychologue. Je sais pas si tout le monde est au même niveau de sensibilisation par rapport à ça. Voilà. Je sais pas, je pense qu'il y a des confrères et consoeurs ici qui sont venus, Monsieur Galva qui est psychologue, donc c'est bien, des gens se mobilisent,
Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur la question, sur la diffusion aussi de cette information, ce colloque, que ça se fasse. Ça, c'est une très bonne chose. Et ça nous permet d'avancer. Il y a des projets. Mais encore, voilà, comme j'ai entendu, il y a peut-être encore des nouvelles idées à proposer pour la création de nouveaux dispositifs d'accompagnement ou de sensibilisation. Merci. Madame Septois. Oui. Bonsoir. Je me présente Fabienne Sainte-Rose. Je suis présidente de l'AMVI, l'association 1001 victimes d'inceste, et aussi coordinatrice de l'association Stop aux violences sexuelles. J'interviens pour dire que avant 2014, donc avant février 2014, moi, en tant que victime d'inceste dans mon enfance et en tant que femme victime de violences conjugales et en tant que femme ayant dû avorter et porter des enfants nés de viol, je n'ai pas rencontré dans tout mon parcours thérapeutique de professionnels tant de santé que du social formés. Je remercie l'équipe du professeur GL qui, depuis 2013, s'occupe tant de moi, mais que de 200 victimes à peu près qui fréquentent nos groupes, d'apporter une nouvelle façon de traiter les violences. Donc, je suis contente aujourd'hui de cette réunion pour qu'on comprenne que les violences ne sont pas que des questions juridiques et des questions sociales, mais que ce sont avant tout des questions de santé et qu'il est important que les professionnels de santé soient formés. Et j'appelle vraiment, de mes vœux que le centre de psychotrauma qui est censé s'ouvrir là novembre puisse se faire avec la collaboration de tous les acteurs de santé de la Martinique, que ce soit Colson, que ce soit le CHU, que ce soit Trinité, que tout le monde se mobilise, parce que comme le répètent les médecins, les violences concernent tout le monde. Merci. Bonsoir. En fait, j'espère que je suis pas hors sujet, mais j'ai cru comprendre que votre stratégie de prise en charge globale est très axée sur la femme et l'enfant, et je voulais savoir s'il y a une raison pour laquelle en fait on n'intègre pas les hommes violents dans cette prise en charge, et parce que Monsieur Galva tout à l'heure a dit que oui, il y a une légère prise en charge, mais c'est pas la priorité, c'est surtout pour éviter la récidive. Donc j'aimerais savoir en fait pourquoi vous faites le choix, parce que du coup effectivement l'homme est d'autant plus stigmatisé puisqu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse aussi venir devant un professionnel et puis dire bon ben voilà, je suis violent avec ma femme. Est-ce que c'est parce que vous estimez que les femmes et les enfants en souffrent plus et que donc c'est plus urgent de s'occuper de ça? Ou c'est simplement... voilà. Alors, moi, je vous remercie de votre question parce que, bien entendu, il faut considérer que prendre en soin les hommes qui ont été auteurs d'agressions, c'est très important. Il y a eu des progrès qui ont été faits pour comprendre. C'est très important pour deux raisons. Une première raison, c'est qu'ils ont été condamnés et la fin de leur condamnation, si ça a été une peine d'incarcération, va les amener à être à nouveau à l'extérieur, et dans l'intérêt de tout le monde, eux y compris, il ne faut pas qu'ils réitèrent leur comportement agressif. Et si en prison il ne se passe que de l'incarcération et que rien n'a changé sur le plan notamment psychologique voire psychiatrique, le risque de récidive, de réitération comportementale et de récidive judiciaire est important et expose la société. Donc c'est important. Dans cette mission qui m'a été récemment confiée, nous avons des personnes, j'ai la mission de la psychiatrie dite sanitaire en milieu pénitentiaire dans l'établissement de Ducos, dans lequel, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a pour l'instant un poste de psychologue qui va être vacant et dans lequel on a besoin de renforcer puisqu'on a un délai d'attente actuellement qui est beaucoup trop long, puisque les détenus demandent des rendez-vous, il y a 3 mois d'attente pour avoir une consultation de psychologue. Donc il y a un vrai besoin d'au moins un poste et une candidature de psychologue qui serait intéressé, qui puisse se mobiliser. Après, on a une autre mission qu'il faut remettre en place, qui a été interrompue pour différentes raisons, qui est le centre de ressources pour les intervenants auteurs de violences sexuelles, auprès des auteurs de violences sexuelles. Là aussi, c'est une structure qui a été interrompue,
qu'on est en train de remettre en place. Et là, on va avoir besoin d'un temps de psychiatre, d'un temps de psychologue, d'une documentaliste et une infirmière. C'est des missions importantes. Et là, quand on parle effectivement des violences faites aux femmes et de les guérir de leurs plaies, bien sûr qu'il faut aussi s'occuper des auteurs, avec le fait que entre 60 et 80% des auteurs d'agressions, notamment d'agressions sexuelles, ont été eux-mêmes, quand ils étaient plus jeunes, victimes d'agressions sexuelles. Ce qui n'excuse rien de leur délit, de leur crime, mais qui doit nous mobiliser encore plus pour les prendre en soin eux aussi, comme toute personne humaine, pour les soigner et pour protéger la société et d'autres personnes qui pourraient être victimes. Donc c'est une question importante que vous posez. Alors, je voudrais quand même compléter on va dire que historiquement et tout naturellement, la première préoccupation que nous avons eue est de sortir la femme qui est quand même la première victime, de la sortir de son lieu de souffrance et de la sortir, je dirais, de sa situation de danger. Parce que il faut pas oublier quand même qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences et qui en meurent. Donc c'est vrai que la première préoccupation qui vient du fait que pendant des années on a considéré que c'était une affaire à régler en famille, que ça ne concernait pas l'extérieur, que les gens n'ont qu'à laver leur linge sale et que ça les concerne, etc. Donc quand on a pris conscience que c'était un problème de société et pas seulement un problème d'individu, eh bien, la préoccupation première a été effectivement de sortir les femmes de leur situation, de faire reconnaître leur statut de victime et de faire en sorte qu'elles puissent se sauvegarder physiquement souvent. Voilà, donc après, bien entendu, comme a dit le professeur GL, c'est vrai qu'il y a une évolution aussi dans la façon de voir les choses. On a commencé peut-être par se dire que les hommes aussi étaient considérés comme en tant qu'individus dangereux et sans prendre le côté de phénomènes de société dans leur évolution. Et puis sans se rendre compte, parce que c'est vrai que les travaux ont évolué. Quand on dit aujourd'hui qu'on se rend compte que une grande majorité des auteurs de violences ont été eux-mêmes victimes, je veux dire c'est une approche qui n'est pas si ancienne que ça. Donc c'est une évolution dans la façon de faire et d'agir, mais je crois qu'aujourd'hui effectivement c'est très très important si on ne veut pas de récidive et si on ne veut pas. Fabienne Sainte-Rose, quand elle parle, moi je crois qu'il y a quelque chose, il y a l'histoire, il y a ce qu'elle met en exergue qui est extrêmement important, et il y a une chose aussi qui est ce que nous appelons le continuum des violences. C'est-à-dire que oui, il y a les violences faites aux femmes, mais il y a un lien très fort avec les violences en termes d'inceste. Il y a un lien très fort aussi avec les violences qui sont dans le monde du travail. Beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales, on se rend compte que leur état de vulnérabilité fait qu'elles sont aussi victimes de violences dans le monde du travail. Donc les violences ne sont pas saucissonnées. Et il faut effectivement avoir une approche globale. C'est pour ça que tout à l'heure, peut-être qu'on a trouvé incongru que je dise en tant que citoyenne et citoyen, vous devez aussi vous emparer de la chose et faire en sorte que cette prévention se fasse ailleurs que dans le milieu professionnel. Mais c'est pour cela. Parce que il faut prendre le phénomène de la violence dans toute son entièreté, dans toute sa dimension et partout où elle se trouve. Et nous savons aussi que si on parle de phénomène de société, et j'ai parlé tout à l'heure de notre approche féministe, on sait aussi que il y a aussi toutes ces représentations sexistes qui sont le lot quotidien des femmes et des hommes dans la société, qui concourent aussi à cette vision de la femme objet, de la femme qu'on peut taper comme on veut, etc. Voilà. Donc c'est une évolution et je crois que tout ça c'est très important. Bien, merci. On va faire une conclusion. Donc là, je rends compte qu'il y a tout le groupe de travail, sauf un intrus. Et je vais laisser la parole à l'intrus du groupe de travail pour conclure.
Parce que c'est le seul qui ne soit pas qui est de l'Hexagone plutôt. Donc moi simplement, je voudrais, pour conclure, si ça vous convient, citer la devise du duc d'Orange, qui est la maison régnante de la Hollande. Il n'est nul besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc persévérons.